Aujourd'hui dans Gravia Negotia, accusé de parricide, l'affaire Sextus Roscius d'Amérie. En septembre de l'an 81 avant Jésus-Christ, Sextus Roscius, un riche propriétaire terrien d'Amérie, est sauvagement assassiné dans les ruelles sombres de Rome. Quelques mois plus tard, au début de l'année 80 avant Jésus-Christ, le fils de Sextus Roscius, qui porte le même nom que lui, est traîné devant le tribunal et accusé de parricide. La situation semble désespérée pour ce jeune agriculteur qui se retrouve sans défenseur et qui risque la plus cruelle des peines de mort. Cependant, quelque chose cloche dans cette accusation. 3 jours seulement après l'assassinat de son père, toutes les terres qui avaient dû lui revenir ont été confisquées et vendues aux enchères à un certain Chrysogonus, un proche de Sylla, le cruel dirigeant des affaires romaines. En raison du caractère politiquement explosif de l'affaire, personne n'ose défendre Sextus Roscius d'Amérie, à l'exception d'un jeune avocat âgé de 26 ans qui s'appelle Cicéron. Cet homo novus d'Arpinum ne mâche pas ses mots, gagne le procès et devient dès lors l'un des avocats les plus en vue à Rome. Notre invité aujourd'hui, Jean-Noël Robert. Latiniste, éminent spécialiste de l'histoire de Rome, Jean-Noël Robert est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont une quinzaine a été publiée aux éditions Les Belles Lettres, notamment une nouvelle édition de la correspondance de Cicéron parue en 2021. Dans la même société d'édition, il dirige 2 collections, dont celle des guides Belles Lettres des civilisations. Jean-Noël Robert est un excellent connaisseur de l'affaire Roscius pour avoir écrit l'introduction, les notes et les annexes au discours pro-Roscio, paru dans la collection Classique en poche. Gravia Negotia, une émission de radio LNW diffusée en différé. Récit documentaire Inès Beauvais, Manon Myers, Kenza Nielsen, Miguel Viana. Coordination Marc Kaufmann, enregistrement Fabien Antoine. Nous sommes à 80 avant Jésus-Christ. La République romaine est constituée de 12 provinces et s'étend sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Avec presque 1 million d'habitants, elle est la plus grande puissance dans le bassin méditerranéen. Sur le plan politique, ce grand empire est marqué par des guerres civiles. Depuis 88 avant Jésus-Christ, des hommes ambitieux comme Marius, chef du Parti populaire, et Sylla, chef du Parti sénatorial, se disputent le pouvoir. En 82, c'est Sylla qui s'impose. Il devient dictateur puis consul et entreprend un vaste programme réformateur visant à restituer les pouvoirs de la classe sénatoriale. En cette période de conflit où la loi est souvent bafouée, les crimes de toutes sortes ne sont pas rares, notamment dans la capitale de l'Empire romain, la ville de Rome, qui est en passe de devenir une grande métropole. Cette fois, c'est un homme d'Amérie qui en fait les frais, comme nous le raconte l'historien Jean-Noël Robert dans son introduction au discours de Cicéron pro Roscio. Ce sont les premières heures de nuit d'été de l'année 81 avant Jésus-Christ. Sextus Roscius d'Amérie, un riche propriétaire, revient d'un dîner accompagné de 2 esclaves. Il se promène dans les ruelles sombres du quartier du Mont Palatin, près du Champ de Mars. Vers 20h, on trouve son cadavre que les meurtriers ont laissé sur le pavé. Sextus Roscius vient d'être assassiné de sang-froid par des coups de couteau et ses tueurs se sont enfuis dans l'obscurité de Rome. Personne n'a rien vu ni entendu. Les meurtriers sont très probablement des assassins professionnels qui savent comment éviter de laisser des traces. Pourquoi Sextus Roscius a-t-il été tué de sang-froid? Ce Sextus Roscius d'Amérie était un homme en vue à Rome où il entretenait de bonnes relations avec les grandes familles de la noblesse. Il possédait 13 domaines près du Tibre. Comme si cela ne suffisait pas, M. Roscius avait une fortune de 6 millions de sesterces, ce qui correspond grosso modo à 4,56 millions d'euros. Tout porte à croire que Roscius est tombé victime d'un complot. En effet, peu après sa mort, ses biens ruraux sont confisqués et vendus aux enchères à un certain Chrysogonus qui les offre à des cousins éloignés de la victime, Titus Roscius Magnus et Titus Roscius Capito.
Chrysogonus est un affranchi de Sylla, le dirigeant violent de Rome, connu pour ses proscriptions qui ont coûté la vie à des centaines de citoyens. Il a réussi le tour de faire inscrire le nom de Roscus sur la liste des proscrits pour pouvoir légalement s'emparer de ses propriétés. Malheureusement pour les trois imposteurs, Sextus Roscus avait un fils du même nom que lui, qui gérait ses domaines à Amérie. Celui-ci est l'héritier légitime des propriétés de son père. Le trio mené par Chrysogonus doit donc se débarrasser de lui. Problème, après avoir perdu tout son héritage, Sextus Roscus s'enfuit à Rome où il trouve refuge auprès de Caecilia Metella, une femme romaine très influente. Puisqu'on ne peut plus le tuer, voilà que naît un nouveau plan encore plus vicieux. Accuser le fils de Sextus Roscus de parricide. Dans la Rome antique, le parricide est considéré comme le crime le plus répugnant qu'on puisse imaginer, et la loi le punit d'une manière particulièrement cruelle. Selon différentes sources, le condamné est enfermé vivant dans un sac en cuir avec divers animaux, un chien affamé, un singe, un coq et un serpent. Ensuite, on le jette dans le Tibre ou dans la mer, où la compagnie des animaux terrorisés lui vaut une mort atroce. La situation de Roscus semble sans espoir, d'autant plus que personne n'ose le défendre dans une affaire qui implique le nom du puissant Sylla. Personne sauf un seul homme, un jeune avocat de 26 ans presque inconnu, Marcus Tullius Cicéron. Qui est ce Cicéron ? Marcus Tullius Cicéron, né le 3 janvier 106 avant Jésus-Christ, à Arpinum, à 120 km au sud-est de Rome. Le jeune Marcus montre très tôt des talents intellectuels exceptionnels, comme il est élevé dans un milieu lettré et ouvert à la politique. Il étudie la poésie, la rhétorique et le droit, mais se montre également très intéressé par la philosophie. Il continue ses études à Rome, après avoir servi dans l'armée. En 81 avant Jésus-Christ, Cicéron se sent prêt à s'impliquer dans les affaires politiques de la capitale. Quand il se voit confier l'affaire Sextus Roscus en l'année 80 avant Jésus-Christ, probablement par Caecilia Metella, la protectrice de la victime, il est un jeune avocat extrêmement talentueux, mais qui n'a presque aucune expérience, car l'affaire Sextus Roscus d'Amérie n'est que son deuxième procès judiciaire. Pourtant, Cicéron sent l'occasion de se faire remarquer par les grands orateurs et hommes politiques de Rome, une considération qui le pousse à se charger de la défense de Roscus. Mais ce faisant, il mettra sa vie en danger, car le procès risque de déplaire au maître de Rome, le dictateur Sylla. Lucius Cornelius Sulla, en français Sylla, est à ce moment-là non seulement le maître incontesté de Rome, mais aussi un tyran dangereux. Né en 138 avant Jésus-Christ, il a connu une brillante ascension militaire et politique. C'est l'époque des fameuses proscriptions de Sylla. Pour sécuriser son pouvoir à Rome, après son retour d'Orient, Sylla fait afficher les noms de ses ennemis sur des listes publiques. Ces hommes sont de ce fait déclarés hors la loi. Tout le monde a le droit de les dénoncer ou de les arrêter, pour recevoir ainsi une récompense de 12 000 deniers par tête. Ceux qui s'y refusent sont sévèrement punis. Une fois arrêtés, les proscrits, qui sont principalement des chevaliers et des sénateurs, sont décapités à la hache en présence du dictateur. Spectacle effroyable et dissuasif. Les têtes des exécutés sont exposées sur le forum et leurs corps sont jetés dans le Tibre. 2300 citoyens romains perdent la vie ainsi. Voilà que la défense de Sextus Roscus amènera Cicéron à attaquer un proche de ce maître si impitoyable et cruel. N'y risquera-t-il pas de perdre sa propre tête ? Le procès contre Sextus Roscus s'ouvre en 80 avant Jésus-Christ à un tribunal nouvellement créé par Sylla. Les proscriptions ont pris fin à ce moment-là, mais l'atmosphère reste tendue. Les adversaires de Roscus, ses deux cousins éloignés, et Chrysogonus, l'affranchi de Sylla, ont engagé comme avocat Caius Erucius, une sorte d'accusateur professionnel. Après le discours de celui-ci, qui ne nous est malheureusement pas conservé,
C'est au tour de Cicéron de prendre la parole. Credo ego vos, judices, mirari quidsit quod, cum tot sumi oratores hominesque nobilissimi sedeant. J'imagine votre étonnement, juge. Comment se fait-il qu'en présence de tant d'orateurs du plus grand talent, des hommes de la plus haute noblesse et qui restent assis, ce soit moi plutôt qu'eux qui me soient levés, moi qui n'ai ni l'âge, ni le talent, ni l'autorité pour me pouvoir comparer à ceux qui siègent ici? Cicéron commence de manière extrêmement habile par une captatio benevolentiae, la fameuse recherche de la bienveillance, indispensable dans tout début de discours. En se présentant comme inférieur aux autres, il se rend sympathique au juge et peut en même temps souligner toute la gravité de l'affaire, dans laquelle aucun des hommes connus n'a osé prendre parti. Dans la suite du discours, Cicéron va très vite renoncer à cette humilité, car il va littéralement démonter l'accusation et humilier les accusateurs. Après l'introduction, l'exordium, Cicéron passe à la narratio, la deuxième des 4 parties traditionnelles du discours judiciaire. La partie de la narration est épineuse car lorsque Cicéron présente sa version des faits au jury, il doit faire attention à ne pas vexer Sylla. Pour réussir ce défi, il fait en sorte que dans son récit, Sylla soit exclu de toute participation au crime. Aussi, après avoir retracé tous les événements dans l'ordre, depuis l'assassinat du père de Sextius Roscius, en passant par la confiscation de ses biens, jusqu'à l'accusation de parricide, Cicéron souligne l'ignorance totale de Sylla. Haec omnia judices imprudente Lucio sulla facta esse certo scio, nec venim mirum, cum eodem tempore, et ea quae praeteritas sunt reparet, et ea quae videntur Je sais avec instare certitude praeparet. au juge que tout ceci a été fait sans que Sylla ne le sache. Et ce n'est pas étonnant puisque dans le même temps il répare le passé, il prépare l'avenir, alors qu'il possède seul la faculté d'établir la paix et le pouvoir de faire la guerre. Que tous tournent les yeux vers lui, qu'il dirige toutes les choses seul, qu'il est occupé par de si nombreuses et de si grandes affaires qu'il ne peut plus respirer librement. Avec cette magnifique hyperbole, Cicéron sépare Sylla complètement de Chrysogonus pour montrer clairement que Sylla ne pouvait pas être impliqué dans cette affaire en raison de ses très nombreuses responsabilités. En même temps, Cicéron flatte le dictateur en soulignant l'importance de ses actes. Dans l'argumentation, la troisième partie est pour ainsi dire le corps du discours. Cicéron doit réfuter tous les arguments de l'accusation. Ici, le jeune avocat mettra en œuvre des stratégies ingénieuses et une éloquence jusque-là inconnue des Romains. Il commence par une digression sur le parricide de manière inexplicable. Il fait l'éloge de la peine de mort très cruelle infligée aux criminels qui ont assassiné leur père. Nostri maiores cum intellegerent nihil esse tam sanctum, quod non aliquando violaret audacia, supplicium in parricida singulare excogita verunt. Nos ancêtres inventèrent un supplice exceptionnel contre les parricides, de sorte que ceux que la nature elle-même n'avait pas pu retenir dans le devoir, fussent repoussés du crime par la grandeur de la punition. Ils ont prescrit qu'ils fussent cousus vivants dans un sac et jetés dans un fleuve. Ô sagesse exceptionnelle, juge! Cette façon de procéder semble choquante et absurde, car Cicéron fait l'éloge de la peine qui risque d'être infligée à son client. Mais bientôt l'auditoire comprend que cet éloge ne prépare que le terrain pour un démontage complet de l'accusation. Après une description troublante de l'horreur du crime et de la cruauté du châtiment du sac en cuir, Cicéron confronte l'accusateur. Tante malefici crimen, qui malefici tam insigne supplicium est constitutus. L'accusation d'un pareil méfait, pour lequel un supplice si remarquable a été mis en place, tu penses, Eurocius, que tu peux en convaincre des hommes tels que les juges, alors que tu ne peux même pas avancer un mobile pour ce méfait? C'est alors que Cicéron passe à l'attaque. Dans un passage resté célèbre, notre orateur prouve la fragilité de l'accusation en assaillant son adversaire Eurocius de questions. Non quaero abste quare patrem Sextus Roscius occiderit, quaero quomodo occiderit, quomodo occidit. Je ne te demande pas pourquoi Sextus Roscius a tué son père, je te demande comment il l'a tué. Comment l'a-t-il tué? L'a-t-il frappé lui-même ou bien l'a-t-il donné à tuer à d'autres? Si tu prétends qu'il l'a fait lui-même, il n'a pas été à Rome. Si tu dis qu'il l'a fait par l'intermédiaire d'autres hommes, je te demande lesquels.
Des esclaves ou des hommes libres? S'il s'agit d'hommes libres, qui furent-ils? Des hommes d'Amérique comme lui ou des assassins de la ville? S'ils sont d'Amérique, qui sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas nommés? S'ils sont de Rome, d'où Roscius les connaissait-il, lui qui n'est pas venu à Rome pendant de nombreuses années et qui n'y a jamais été plus de 3 jours? Avec toutes ces questions, Cicéron réussit à montrer l'absurdité de la présentation des faits entreprise par les accusateurs. Il montre que ceux-ci n'ont pas pensé à détailler les circonstances du crime qui est inventé de toutes pièces. Il n'est absolument pas clair dans quelles conditions Sextus Roscius aurait tué son père. C'est que les accusateurs n'ont pas anticipé le travail de recherche minutieux du défenseur, une caractéristique qui lui permettra encore souvent de triompher dans de nombreuses autres affaires. Voilà seulement quelques exemples tirés de ce discours incomparable de Cicéron par lequel il sauva la vie de Sextus Roscius. L'éloquence inouïe, la force des arguments, le caractère spectaculaire de l'exposé ont dû faire une impression extraordinaire sur l'auditoire. Jamais les Romains n'avaient entendu prononcer un tel discours. L'acquittement de Sextus Roscius était inévitable et la gloire de Cicéron assurée à jamais. Quelle sera l'issue de cette affaire? Après le procès, Cicéron se rend en Grèce pour compléter ses études. Certains affirment qu'il a plutôt entrepris ce voyage pour éviter la colère de Sylla et attendre que les choses se calment. Quoi qu'il en soit, il est certain que Cicéron est retourné à Rome après la mort de Sylla. Il est alors élu questeur en Sicile et commence la carrière des honneurs, le fameux cursus honorum, qui le mènera jusqu'au consulat en 63 avant Jésus-Christ. La même année, il réussit à déjouer la conjuration de Catilina et à sauver Rome d'une guerre civile. Le Sénat lui attribue alors le titre de père de la patrie. Ce sera le couronnement de sa carrière. Et Sextus Roscius? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Si Cicéron a bien réussi à lui sauver la vie, ses terres ne lui ont pourtant jamais été restituées. Nous l'imaginons comme un homme simple et pauvre qui est peut-être retourné à Amérie et y a vécu ses jours en travaillant ou en mendiant. Il n'aura été pour Cicéron qu'une occasion pour commencer une carrière politique pleine d'éclat. Alors, bonjour Monsieur Jean-Noël Robert. Nous sommes très heureux et honorés de pouvoir parler avec vous aujourd'hui de l'affaire Sextus Roscius d'Amérie. Vous êtes un spécialiste. Pour moi aussi, hein. Vous êtes un spécialiste éminent de cette affaire puisque vous avez écrit l'introduction, les notes et les annexes du discours pro Roscio de Cicéron dans la collection classique en poche des éditions Les Belles Lettres. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes latiniste et historien de Rome et dirigez 2 collections aux éditions Les Belles Lettres, notamment celle des guides Belles Lettres des civilisations. Exactement. Vous avez publié 23 livres, parmi lesquels une édition de la correspondance de Cicéron parue en 2021. Exactement, dans une collection de textes, effectivement, qui existe depuis assez peu de temps aux Belles Lettres. Et il s'agit de la correspondance intégrale de Cicéron, 924 lettres quand même, ce qui fait un volume évidemment un petit peu important dès que l'on veut commenter. Alors, merci. Passons maintenant aux questions. La première question que nous voudrions vous poser est: qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette affaire Sextus Roscius d'Amérie? L'affaire de Sextus Roscius d'Amérie est une affaire qui a été très intéressante, qui a été très connue dans l'Antiquité. Cicéron lui-même en reparle plus tard dans sa carrière, dans différents ouvrages, notamment dans son De Oratore. Moi, je crois que c'est une affaire très importante, avec quelques autres évidemment, parmi les nombreuses qu'a plaidé Cicéron. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je pense que d'abord, c'est une affaire qui a lancé la carrière de Cicéron. Alors, il faut vous représenter quand même notre grand orateur, n'est-ce pas? Il n'a que 25-26 ans
quand il se lance dans cette première affaire criminelle. Il a plaidé déjà un petit peu, mais jamais une affaire criminelle. Et là, nous avons affaire à un personnage qui veut absolument se distinguer et apporter un peu de nouveauté. Or, c'est un acte très courageux de sa part, lui qui d'habitude n'est pas forcément d'un très grand courage. Là, nous avons un acte de courage politique, parce qu'il faut se souvenir que nous sommes sous Sylla, et que Sylla est un dictateur, et que quand on parle de dictateur, évidemment, il y en a eu à tous les temps, il y en a encore aujourd'hui, dont un célèbre dont on parle beaucoup, mais à l'époque, ça ne plaisantait pas du tout. C'est-à-dire que Sylla s'est lancé dans une politique, évidemment, des sénateurs, et qui était une politique très dure, et toute personne qui venait le contrarier ne se retrouvait pas au goulag, mais se retrouvait tout simplement au cimetière. Enfin, si je puis dire, puisqu'il subissait un certain nombre d'abord de dégradations physiques. Donc le courage politique, là, de Cicéron, ça me semble être une affaire très importante. Ensuite, il y a dans cette plaidoirie quelque chose qui est important, c'est l'aspect moral. L'aspect moral que Cicéron a voulu mettre en avant, et notamment pour montrer combien la vie à la campagne était celle des ancêtres, c'était le mos maiorum, c'était la vie dans le temps, comme celle de Caton l'Ancien, un siècle plus tôt, et même un peu plus. Par conséquent, il parle d'éducation et il essaye de lutter un petit peu contre les dégradations de l'éducation venues de Grèce. Donc, premier aspect politique, deuxième aspect moral, troisième aspect littéraire, et je dirais oratoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes à une époque où il y a des nouveaux professeurs qui viennent à Rome, qui ouvrent des écoles. Alors, ce ne sont pas des professeurs du tout comme le vôtre ou comme moi, ce sont des professeurs qui sont en fait des ambassadeurs de leur cité grecque ou asiatique, et qui viennent au Sénat romain pour défendre les affaires de leur cité. Et pendant qu'ils sont là, puisque les ambassadeurs ne sont reçus qu'au mois de février, il faut bien passer le temps, et par conséquent, on ouvre une école, on fait des conférences et on fait découvrir les beautés de la langue grecque et évidemment aux élèves qui viennent écouter. C'est le cas de Molon, par exemple, qui un peu avant notre affaire là, de Sextus Roscius avait ouvert une école à Rome et que Cicéron a fréquenté. Donc vous voyez que il y avait bien d'autres, bien sûr. Et ce qu'a apporté Molon, ce qu'ont apporté quelques rhéteurs de l'époque, c'est ce qu'on appelle l'asianisme. Alors, pour faire très vite, il y avait quelques aspects de l'enseignement. Il y avait la langue classique, traditionnelle, grecque, c'est Démosthène, c'est le grand discours, c'est une pureté de la langue que Cicéron d'ailleurs aimait beaucoup, qu'il n'a jamais oublié. Et puis il y avait ces asianistes, comme on les appelle, c'est-à-dire qui apportaient la belle langue grecque, mais avec des fleurs d'artifice, avec des fleurs oratoires, qui faisaient évidemment vibrer le peuple qui n'était pas habitué à cela. Et il y a des passages tout à fait formidables là-dedans, dans le Sport Ossio. Je vous invite à regarder notamment les passages qui concernent le parricide, puisque Sextus Roscius est accusé de parricide. Et là, évidemment, le peuple est ému, et puis les juges aussi, et on n'est pas loin de penser que finalement, si Cicéron l'a emporté dans ce climat politique terrible et hostile pour lui, tout le monde tremblait, n'est-ce pas eh bien, c'est justement parce qu'il a ému et il a fait vibrer sa plaidoirie avec ces belles fleurs de la langue asiatique, finalement. Voilà. Bon, pour le reste, c'est évidemment l'amour de la politique et les méchantes langues de l'époque lui ont dit que c'était pour lancer sa carrière et que finalement il se moquait pas mal de Sextus Roscius. Merci pour la réponse. Alors une autre question. Notre professeur nous a expliqué que l'une des forces de l'éloquence de Cicéron était sa capacité de donner dans ses argumentations une dimension politique
ou universel à un simple crime. Est-ce que Cicéron fait cela dans son discours pour Roscius? Oui, bien sûr, assurément, à cause justement de son ambition politique, et puis parce que l'époque l'y oblige. Il y a les proscriptions de Sylla, et il faut imaginer la scène, n'est-ce pas? Chrysogonus est un affranchi de Sylla, et en fait, cette affaire, c'est une double affaire. Un petit peu complexe, mais enfin, on comprend un peu ce qui s'est passé. Il y a, d'une part, l'affaire financière, j'allais presque dire, du détournement des biens de Sextus Roscius, puisqu'il n'était pas inscrit sur une liste de proscription, mais qu'on avait bien envie des 13 domaines qu'il possédait pour, on dirait aujourd'hui, plusieurs millions d'euros. C'était un homme riche, malgré tout, à Améry. Il est fort probable que, tenté par ces domaines, notamment les membres de sa famille, ses cousins, etc., avec l'aide de Chrysogonus, ont fait une fausse affaire de façon à pouvoir l'inscrire après coup. On le tue, puis on l'inscrit après coup sur une liste de proscription pour justifier le fait qu'on l'ait tué, puisque les proscrits pouvaient être tués sans encourir le moindre blâme ou la moindre sentence. Donc, très certainement, il y a cette affaire, ça c'est une chose, et puis il y en a une autre qui est complètement différente, qui est celle de l'accusation. Évidemment, comme un homme est mort, eh bien, on va accuser de son fils, donc Sextus Roscius, de parricide. Le parricide étant, comme vous savez sans doute, l'un des crimes les plus horribles que les Romains aient pu connaître, et qui était jugé évidemment très très grave, puisque le supplice était épouvantable. Et là, à cause de Chrysogonus, donc, et des proscriptions, on a rejeté la faute sur Sextus Roscius en l'accusant de parricide, ce qui était certainement faux, bien évidemment. Par conséquent, Cicéron s'est dit, il y a deux affaires. Moi, je dois défendre Sextus Roscius, mais au lieu de défendre Sextus Roscius, je vais en même temps, j'insiste, attaquer les cousins, la famille, et donc Chrysogonus, d'un détournement de biens pour pouvoir l'inscrire sur une liste de proscription et empocher les millions. Voilà. Par conséquent, évidemment, Cicéron est habile. Il a réuni les deux crimes en un seul, ce qui n'était pas le cas, et puis il table là-dessus en se disant, avec la fameuse formule que vous avez certainement remarquée dans le livre, qui est le cui bono. Cui bono, à qui profitent les biens, n'est-ce pas? À qui profite le crime, comme l'on dit aujourd'hui. Et évidemment, toute sa stratégie consiste à dire, bon, c'est pas le pauvre Sextus Roscius qui de toute façon était l'héritier qui est dangereux, c'était évidemment à qui profite le bien, tous ceux qui ont fait le détournement de biens, c'est-à-dire Chrysogonus et la famille. Et donc, ça veut dire que ce sont eux les coupables du meurtre et non pas mon client. Voilà comment raisonne Cicéron. Était-ce exactement la chose? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que il est arrivé à ses fins. Il a obtenu de faire acquitter son client dans la peur. Il faut vous représenter ce que c'était que le tribunal, n'est-ce pas? Quand Cicéron plaide, nous sommes au forum, nous sommes en plein air. Il y a d'un côté les juges qui sont assis là derrière lui, le président, tout ça, et puis vous avez la foule qui est là autour, qui écoute. C'est en plein air, il faut avoir de la voix. Cicéron en a, pas énormément, mais il en a. Il se fait entendre. Et puis d'un seul coup, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on voit dans la foule apparaître? Voilà, un personnage très très bien vêtu, très très précieux, avec des bijoux, etc. C'est Chrysogonus. Chrysogonus, c'est la terreur en personne. Donc tout le monde tremble, tout le monde l'a aperçu, on se retourne, on se dit mais Chrysogonus est là, et Cicéron doit être à ce moment-là très très saisi, il doit avoir les boyaux complètement tendus en se disant les sbires doivent pas être loin, on va pas tarder à m'arrêter. Mais en réalité non, et il a joué un coup de force là quand même, c'était quand même assez remarquable.
Merci pour la réponse. Maintenant, je vais donner le GSM à Manon. Oui, bonjour Manon. Bonjour, Monsieur Robert. Je vais maintenant poser ma première question. Donc, on sait que Cicéron a obtenu l'acquittement de son client, mais à votre avis, qu'est-ce que Sextus Roscius est devenu après le procès? Alors, ça nous n'en savons rien du tout. Mais enfin, on peut quand même deviner ce qui s'est passé. Parce que vous savez qu'en matière de justice, à Rome, il y avait une justice assez bien équilibrée. Enfin, les sentences étaient prononcées, bon, très bien, mais il n'y avait pas de police. Ça veut dire que, par exemple, votre voisin vous a pris votre champ, vous allez devant la justice en disant on m'a volé mon champ, moi je veux récupérer mon champ, c'est pas juste, etc. Alors les juges étudiaient la question, on s'apercevait que vous aviez raison, on vous disait oui, c'est bien à vous, c'est pas à votre voisin. Bon, très bien. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de voir, vous allez trouver le voisin et vous lui dites le champ est à moi, les juges l'ont dit, donc il faut que tu me le rendes. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit va te faire voir, hein. Et puis, il vous met au besoin son couteau dans le ventre. Bon, donc, qu'est devenu Roscius? Il n'y avait pas de police pour lui rendre ses domaines. Par conséquent, très certainement, il est rentré chez lui, mais il n'a pas pu récupérer son bien. Et puis, ses cousins, évidemment, se sont certainement ligués contre lui. Et à mon avis, le pauvre, soit il s'est enfui, il est parti, il a vivoté comme un mendiant, soit il est mort, peut-être qu'on l'a un peu aidé à mourir, je ne sais pas, mais enfin, il est fort possible que, de toute façon, il n'y soit rien arrivé de bon. Oui, merci. Une autre question était de moi, est-ce que nous avons des renseignements sur la réaction des adversaires face à la victoire de Cicéron? Par exemple, celle de Chrysogonus, a-t-il simplement accepté sa défaite? Eh bien, là non plus, c'est bien difficile. J'imagine mal Chrysogonus accepter sa défaite. Néanmoins, Cicéron a été habile. Il a certes accusé Chrysogonus, qui était l'homme de main de Sylla, enfin l'un des hommes de main de Sylla, mais il n'a pas accusé Sylla, qui était habile. Bon, donc Sylla n'a pas eu de réaction, n'a pas fait de coup d'éclat contre Cicéron. Maintenant, donc Chrysogonus n'étant qu'un affranchi, il a dû être obligé, mais d'accepter. Mais en fait, Cicéron était devenu presque intouchable. Donc, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il a dû avoir pas mal de bâtons dans les roues. Cicéron, je veux dire, a dû avoir pas mal de bâtons dans les roues dans ses actions futures. Ça me semble évident. Pour le reste, on ne connaît pas le détail. Malheureusement, la télévision n'était pas encore au point à l'époque. Pourquoi avez-vous décidé de dédier une grande partie de votre vie au latin et à l'histoire de Rome? Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? Est-ce que vous vous lancerez dans les mêmes études si vous commencez aujourd'hui? Alors bon, pour la dernière question, je l'ignore. Je ne sais pas. Les choses ayant beaucoup changé, je sais qu'aujourd'hui, faire du latin est presque un acte héroïque. Et puis, j'ai envie de vous dire que c'est un métier de plus en plus dangereux. Enfin, j'espère que vous êtes bienveillant vis-à-vis de votre professeur. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce qui m'a poussé? Plein de choses. Mais j'allais dire, quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, 10, 11 ans, c'est là que j'ai commencé à faire du latin, puis du grec, la curiosité. La curiosité parce que j'aime bien comprendre. J'aime bien comprendre nos origines culturelles, j'aime bien comprendre notre vocabulaire, ce que l'on fait, etc. Si j'ai un livre devant moi, quand j'étais jeune, pourquoi est-ce que ça s'appelle Liber? Pourquoi est-ce que cette année un livre? Qu'est-ce qu'un livre? Et pourquoi est-ce que ça s'appellerait pas une chaussette? Du coup, aujourd'hui, on apprend du vocabulaire comme ça parce que les gens utilisent, on parle autour de soi, mais au fond, demandez-vous cela, de combien de mots connaissez-vous l'histoire? Est-ce que vous utilisez bien les bons mots pour justifier ce que vous dites? Eh bien, c'est notre histoire, et c'est notre histoire culturelle. C'est notre civilisation. Donc, par conséquent,
moi j'avais ce désir de comprendre comment cette organisation se faisait à tous les niveaux, dans la société, par exemple le calendrier, l'histoire du calendrier, comment les choses évoluent. Enfin, je vous donne un petit exemple, mais pour beaucoup de choses, il en allait de même. Par conséquent, je me suis laissé aller à ces curiosités, à rechercher ça, et puis alors, avec l'âge, est venu un autre intérêt. Voyez-vous, moi, dans l'histoire de Rome, j'ai beaucoup travaillé sur les origines de Rome, je travaille toujours sur la République de Rome, moins sur l'Empire, parce que la période républicaine m'a toujours intéressé. Les valeurs de la République, même si elles sont très souvent théoriques, même si la violence à Rome, bon, j'y suis un peu là-dessus, mais je trouve que la République de Caton, si je puis dire, reprise par Cicéron évidemment, les valeurs, et je vous invite à réfléchir sur ces valeurs, sur la fides par exemple, sur la parole donnée, la loyauté. Quand on donne sa parole, c'est quelque chose de très important, et on respecte la parole. Et bien à Rome, on la respectait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Sur la libertas, ah oui, on nous rebat les oreilles de cette liberté, la liberté. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi et de tuer son voisin si on en a envie. La liberté, c'est le fait de ne pas dépendre d'un tyran, de ne pas dépendre d'un roi tyrannique, et c'est de se plier à l'autorité de la loi, parce que la loi a été votée par un ensemble de citoyens. Et c'est ça la liberté. Et donc, connaître les vraies valeurs républicaines qui devraient être toujours celles d'aujourd'hui, même si elles sont un peu tordues aujourd'hui dans leur sens, ça m'attirait beaucoup et je trouvais très intéressant. Et si vous vous plongez dans les textes, pas de Cicéron d'abord, mais de combien d'autres avant, sur ces valeurs, vous verrez que Rome, qui est pourtant très différente de ce que nous sommes nous, mais Rome est vraiment notre maître à penser. Et on dit souvent, oui, mais c'est la Grèce qui, etc. Oui, mais non. Parce que la Grèce, la démocratie grecque, par exemple, ça concernait bien peu de monde. En réalité, si vous regardez exactement l'histoire, la Grèce a transmis à Rome. C'est vrai qu'elle a été un peu le professeur de Rome. Mais s'il n'y avait pas eu Rome pour nous le transmettre et pour faire vivre toutes ces valeurs, eh bien, toutes les valeurs grecques aujourd'hui seraient oubliées. Donc, je pense que nous devons beaucoup à Rome. Nous sommes quelque part un peu romains. Et donc, moi, je vous invite vivement, à la suite de Cicéron et de combien d'autres, à vous intéresser à ces valeurs républicaines qui sont tout simplement des valeurs d'humanité. D'humanité. Et il y a un mot en latin qui est humanitas, que Cicéron a beaucoup développé et utilisé, mais humanitas, ça ne se traduit pas par humanité, ça se traduit par civilisation. L'humanitas, c'est notre civilisation. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus et à découvrir toutes les beautés de cette civilisation qui est la nôtre. Merci pour votre réponse. Cher Monsieur Robert, nous vous remercions vivement pour cet entretien.